regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il existe des moments où le réel semble vaciller, comme si ce que nous percevons n'était qu'une fine couche posée sur quelque chose de bien plus vaste. Depuis toujours, les récits se transmettent, discrets mais persistants, évoquant des présences invisibles, des phénomènes inexpliqués et des lieux où la réalité paraît différente, presque altérée. On parle encore dans les campagnes, au cœur des forêts, près des sources ou des pierres anciennes. On nous parle de ces êtres que l'on ne voit pas vraiment, dont on ressent parfois le passage. Des créatures liées à la nature, au cycle du monde, à des forces anciennes que nos sociétés modernes ont pu reléguer au rang de légendes, sans jamais totalement réussir à les faire disparaître. Mais derrière l'image douce et presque enfantine que l'on associe aujourd'hui aux faits, se cache une réalité bien plus complexe et parfois inquiétante. Alors dans de nombreuses traditions européennes, mais aussi dans d'autres cultures à travers le monde, ces entités ne sont ni bienveillantes ni protectrices. Elles peuvent être imprévisibles, ambivalentes, capables d'aider comme de nuire. Donc ce soir, dans un autre regard, je vous propose d'explorer ces différentes facettes de l'invisible. Nous commencerons donc par les faits, non pas tels que les contes modernes nous les présentent, oubliez vite Clochette, mais tels qu'elles apparaissent dans les traditions anciennes. Nous poursuivrons avec une figure du 19e siècle, Delphine de Girardin, dont les expériences spirites viennent interroger la frontière entre la raison et les phénomènes inexpliqués. Et enfin, on terminerons avec un lieu unique en Europe, le château de Ouska, dont l'histoire et la fonction supposée continuent d'alimenter les hypothèses les plus dérangeantes. Donc entre folklore, témoignages et lieux chargés d'histoire, une même question se dessine. Sommes-nous réellement seuls dans notre réalité ? Existe-t-il, tout autour de nous, des présences, des dimensions ou des phénomènes que nous pouvons qu'entrevoir sans jamais réellement les comprendre ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer ce soir ensemble, en prenant le temps d'observer autrement et peut-être d'accepter l'idée que tout n'est pas aussi rassurant qu'on aimerait le croire. Bienvenue dans un autre regard. Alors, lorsqu'on évoque les faits aujourd'hui, l'image qui vient immédiatement à l'esprit, c'est souvent celui d'être gracieux, lumineux, presque rassurant, hérité des contes pour enfants et des représentations modernes de Disney. Alors pourtant, cette vision, elle est relativement récente et surtout très éloignée de ce que nous racontent réellement les traditions anciennes. Car pendant des siècles, en Europe, mais aussi dans d'autres cultures, les fées n'ont jamais été considérées comme des créatures bienveillantes. Elles appartiennent à un autre ordre, à une autre logique, étrangères à la nôtre. Ni bonnes ni mauvaises au sens humain du terme, elles sont avant tout imprévisibles, capables du meilleur comme du pire, et parfois profondément indifférentes aux conséquences de leurs actes sur les humains. Alors, dans de nombreux récits, les fées ne se contentent pas d'apparaître ou de se montrer furtives, elles interagissent, elles influencent et parfois elles prennent. Des enfants disparaissent, remplacés par d'autres êtres, des changelings, des voyageurs sont attirés hors d'un sentier, séduits par des musiques ou des lumières, pour ne jamais retrouver leur monde d'origine. Le temps lui-même semble se déformer à leur présence, transformant une simple rencontre en un basculement irréversible. Ces histoires ne sont pas isolées, on les retrouve en Irlande, en Écosse, en Bretagne, mais aussi sous d'autres formes dans d'autres régions du monde, comme si une même intuition traversait les cultures, celui de l'existence d'un peuple invisible, vivant parallèle d'une autre, et dont les règles nous échappent totalement. Alors qui sont réellement les faits ? Des simples créations du folklore ou des traces persistantes d'une réalité que nos anciens connaissaient et redoutaient. C'est ce que nous allons voir et explorer maintenant. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le mot fée trouve son origine dans le latin fata, qui désigne les parques, ces déesses du destin dans la mythologie romaine. Donc dès l'origine, elles sont donc liées à des forces qui régissent la vie et la mort, le temps et le destin. Alors elles ne sont ni totalement bonnes ni totalement mauvaises, leur existence échappe à la morale humaine. Elles peuvent protéger, inspirer, mais aussi punir ou tromper. Alors, le rôle dans les traditions anciennes, c'est celui de gardienne de la nature, de la fertilité
et des cycles invisibles de la vie. Alors, les premières mentions de ces fées apparaissent dans les textes médiévaux, mais elles ont des racines, vous vous en doutez, bien plus anciennes dans le folklore et les croyances populaires, car elles sont souvent liées à des lieux spécifiques, considérés comme sacrés ou mystérieux, des collines, des tumulus, des cercles de pierre, des forêts anciennes, des rivières, voire des sources. Alors, ces lieux étaient des points de passage entre notre monde et celui des fées, des seuils qu'il ne fallait jamais franchir sans respect. Alors, traverser ces lieux à la légère pouvait attirer leur colère. Les humains offraient donc du lait, des petits gâteaux ou des objets précieux, posaient du fer dans les maisons et récitaient des prières ou des chants afin de s'en protéger. La peur des fées était omniprésente et des précautions spécifiques étaient nécessaires, surtout pour les enfants considérés comme les plus vulnérables. Le terme changeling ou enfant substitué illustre parfaitement cette ambivalence. Donc, selon les croyances irlandaises et écossaises, les fées pouvaient enlever un nourrisson humain pour le remplacer par un enfant fairy. Donc, l'enfant substitué était souvent malade ou étrangement différent et pouvait même provoquer inquiétude et désarroi chez les parents. Alors, pour récupérer leur enfant, il y avait des rituels précis qui étaient nécessaires, parfois cruels selon les textes anciens. Il fallait exposer l'enfant suspect à des épreuves pour révéler sa nature, placer des objets sacrés ou du fer à proximité, ou encore faire brûler des herbes spécifiques. Alors, ces histoires, interprétées aujourd'hui comme des explications symboliques pour des maladies infantiles ou des handicaps, reflétaient à l'époque des peurs très réelles et des pratiques protectrices intégrées à la vie quotidienne. À la Renaissance, l'image des fées commence à évoluer. Elle est adoucie par la littérature et l'art. Elles deviennent parfois des figures élégantes et poétiques, mais la tradition populaire continue d'insister sur leur caractère imprévisible, voire dangereux. Donc, les salons littéraires du XIXe siècle romantisent encore davantage leur image, ont fait de ces créatures légères et graciles, parfois bienveillantes, mais le fond demeure, rappelant que le monde des fées n'est jamais entièrement compréhensible, que toute interaction avec lui exige prudence et respect. Alors, les fées ne sont pas uniquement un phénomène européen. Dans de nombreuses cultures, on retrouve des êtres comparables, souvent liés aux forces naturelles et aux lieux sacrés. Au Japon, on a les yokai, qui sont des esprits de la nature qui peuvent séduire, tromper ou piéger les humains. Ils apparaissent parfois sous une forme humaine et attirent les imprudents dans des situations où le temps, la perception et la réalité sont altérés. En Scandinavie, des elfes et autres créatures invisibles vivent près des montagnes et des forêts et leur comportement peut être bénéfique ou malveillant selon le respect que les humains leur témoignent. Dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, des esprits de la nature jouent des rôles en fait similaires. Ils testent la moralité, protégeant les lieux sacrés et punissant l'irrespect. Alors, cette récurrence universelle suggère que l'idée d'un monde parallèle, habité par des forces invisibles et profondément ancrées dans l'imaginaire humain à travers le temps et l'espace. Alors, Claude Lecouteux, qui est un médiéviste et un spécialiste des croyances populaires, affirme que les fées sont des survivances de cultes anciens et de rites pré-chrétiens liés aux esprits de la nature et aux forces invisibles. Et d'autres chercheurs, comme Owen Davies en Grande-Bretagne, soulignent que ces récits servent également finalement de régulateurs sociaux, expliquant les phénomènes naturels ou les maladies inconnues, tout en inculquant le respect des lieux sacrés et des cycles de la nature. Quelles sont ces caractéristiques de ces fées ? Donc, les fées, on a dit tout à l'heure, sont fondamentalement ambivalentes. Donc, elles possèdent des pouvoirs extraordinaires, dont l'invisibilité, la métamorphose, la manipulation du temps et de l'espace, ainsi que la capacité d'influencer la santé, la fertilité et la prospérité humaine. Leur interaction avec les humains est donc complexe et imprévisible. Alors, elles peuvent séduire, tromper, tester ou punir selon leurs propres règles, indépendamment de la morale humaine. Dans les traditions irlandaises et écossaises, de nombreux contes racontent comment des voyageurs sont attirés par la musique et la danse fairy est transportée dans leur monde. Le temps s'y écoule différemment. Une nuit dans le monde fairy peut correspondre à des années dans le monde humain. Donc, les voyageurs qui arrivent à revenir sont souvent transformés, marqués physiquement ou psychologiquement, incapables de retrouver une vie normale. En Bretagne et dans le nord de la France, certaines fées vivent près des sources ou dans les forêts. Elles punissent ceux qui transgressent leurs règles ou négligent leurs rituels traditionnels. Dans certains contes bretons, on raconte qu'une femme qui ramassait du bois près d'un cercle de pierre fut emportée par les fées pendant 3 jours, réapparaissant avec des blessures mystérieuses et des visions qui la marquèrent pour le reste de sa vie. Alors, ces histoires, elles montrent en fait l'importance du respect, de l'humilité et de la prudence lorsqu'on approche leur domaine.
Évidemment, l'Irlande regorge des contes de changeling, notamment le comté de Kerry, où des familles racontaient que leurs enfants avaient été échangés avec des enfants fairy. Donc dans ces récits, effectivement, ils utilisaient, comme je disais tout à l'heure, des méthodes étonnantes pour démasquer ce fameux changeling, comme chauffer un fer rouge et le placer près de l'enfant, observer la réaction de celui-ci à certaines paroles rituelles. En Écosse, il existe même des histoires de voyageurs capturés par les fées pour danser toute la nuit et ne revenir que des années plus tard, parfois incapables de parler correctement ou ayant acquis une genre de sagesse surnaturelle. En Bretagne, certaines légendes parlent de fées malicieuses qui apparaissaient la nuit pour effrayer les jeunes filles, séduire les hommes ou voler des enfants. Alors, ces récits étaient souvent liés à des lieux précis, comme la forêt de Brocéliande, les tumulus et les sources sacrées. Les fées pouvaient également être invoquées pour protéger un village, apporter la fertilité aux champs ou soigner les maladies, mais toujours en échange de respect et de rites spécifiques. Alors, ces histoires reflètent totalement la dualité des fées, à la fois protectrices et dangereuses, fascinantes et redoutables. Alors justement, quel en est le point sur cette magie, tous ces rituels, ces protections? Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour interagir avec les fées ou se protéger de leur influence, les humains ont développé au fil des siècles des rituels qui sont plutôt précis. Donc on a parlé tout à l'heure des offrandes de lait, de gâteaux, de miel ou de bijoux sont courants, ainsi que l'usage d'objets de fer ou de plantes spécifiques pour la protection. Les chants et les danses accompagnaient souvent ces gestes afin d'apaiser les fées et de quelque part négocier avec elles. Dans certaines régions, il était de coutume de laisser une petite offrande près d'un cercle de pierre avant d'y passer, ou de réciter une incantation pour demander la protection des êtres invisibles. Alors, ces rituels ont traversé les siècles et certaines pratiques ésotériques contemporaines les reprennent, sous forme de méditation, de visualisation, d'invocation, tout en insistant sur la prudence et le respect des lieux sacrés. Ce qu'on peut dire sur ces histoires de fées et de dangers, en tout cas si on en trouve autant dans les récits irlandais, écossais ou même bretons, qui rapportent ces disparitions mystérieuses et ces transformations physiques et psychologiques, des enfants qui sont partis emmenés par les fées et qui reviennent adultes complètement changés et marqués par cette expérience, et que toutes ces histoires fonctionnaient comme des avertissements, rappelant aux humains qu'il faut respecter le monde invisible et ne jamais sous-estimer sa puissance. La menace, en tout cas, n'est jamais gratuite. Chaque tour, chaque piège ou chaque enchantement fait partie d'un système plus vaste. Et celui de la magie fairy, c'est un savoir ancien qui régit l'interaction entre finalement le monde humain et celui des êtres invisibles. Et c'est précisément dans cette ambivalence que déploie la magie fairy, qui est une genre de force mystérieuse dont on va voir un petit peu les tenants et les aboutissants maintenant. Donc la magie des fées ou la magie fairy ne se limite pas au conte en fait et à l'imaginaire, c'est un véritable système de pouvoir et d'influence qui est profondément ancré dans le folklore et dans les traditions anciennes. Alors cette magie, elle est étroitement bien sûr liée à la nature, aux éléments, au cycle du temps et au sacré. Elle n'obéit pas aux lois humaines et fonctionne selon des règles qui sont parfois compliquées pour les mortels. Donc les fées peuvent altérer le temps et l'espace, on en a dit tout à l'heure, elles peuvent manipuler les perceptions, inspirer des visions ou des rêves, influer sur notre santé, attirer la chance ou au contraire provoquer malchance et malédiction. Donc cette puissance est à la fois fascinante et redoutable, elle n'est jamais gratuite. Il faut donc respecter absolument les règles du monde fairy. Donc la magie fairy se manifeste en fait de multiples façons. Dans de nombreux récits, les fées utilisent la musique et la danse pour envoûter les humains. Le son d'une flûte ou d'un tambour fairy peut attirer un voyageur d'un autre monde, dans un autre monde où le temps s'écoule différemment. Cette magie sonore agit directement sur l'esprit et sur les perceptions. Ça crée une genre de transe ou une fascination qui dépasse la volonté humaine. De même, certaines fées utilisent la lumière, les étincelles ou des lueurs surnaturelles pour attirer, tromper ou avertir. Donc, dans les récits bretons ou normands, on parle de feu follet, cette petite flamme dansante qui guide ou égare les voyageurs. Mais la magie fairy finalement ne se limite pas à l'envoûtement et peut également transformer la matière ou le corps humain. Donc les contes des changelings qui remplacent un enfant humain par un enfant fairy est un acte de magie fairy pure qui manipule le corps et l'âme. Dans la même manière, certaines fées guérissent les maladies ou accordent la fertilité aux humains, mais toujours à travers des rituels et avec des conditions précises. Car ces interventions ne sont jamais arbitraires, elles obéissent à des codes anciens qui ont été transmis par la tradition orale et parfois consignés dans des manuscrits médiévaux. Donc Claude Lecouteux et d'autres chercheurs rappellent que la magie fairy est intimement liée à des rites pré-chrétiens qui sont centrés sur les arbres sacrés, les pierres, les sources,
qui servait finalement de lieu de point de contact entre ce monde humain et ce monde invisible. Donc ils ont donc développé des rituels précis qui sont souvent complexes, et donc il y a le système des offrandes, il y a aussi des amulettes, des plantes et surtout le fer qui servait à protéger des influences malveillantes. Des incantations et des prières accompagnaient les gestes visant à négocier avec les fées, à apaiser leur colère ou justement à attirer leur faveur. Et certains rituels appliquaient de suivre le rythme des saisons, des cycles lunaires ou des fêtes traditionnelles, Samhain, Beltane, Imbolc, tout ça. D'autres moments étaient considérés comme des seuils où le voile entre le monde était le plus fin, ce qui rendait les interactions avec le monde fairy plus puissantes, mais aussi plus risquées. Que cette magie fairy est également psychique et symbolique, donc les fées peuvent inspirer des visions, on l'a vu tout à l'heure, des songes prophétiques ou des intuitions profondes. Dans certaines traditions, elles enseignent des connaissances cachées et transmettent des messages aux humains dignes de recevoir leur confiance. Cependant, cette transmission n'est jamais simple et peut se manifester par des épreuves, des illusions et des défis symboliques. Les anciens croyaient donc que les fées testaient la sagesse, la patience et la moralité des humains, récompensant les justes et punissant les imprudents. Donc certaines pratiques modernes reprennent finalement ces concepts. La méditation, la visualisation ou l'invocation sont des moyens de se connecter à cette magie fairy tout en respectant les règles de prudence. On observe les signes de présence comme des petits changements soudains de température, des bruits inexpliqués, des lueurs ou des silhouettes furtives. La magie fairy reste donc un monde de subtilité. Elle enseigne que le merveilleux et le dangereux sont toujours liés et que l'interaction avec le monde invisible exige vigilance, humilité et discernement. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des fées ? Donc aujourd'hui, les fées continuent de fasciner et d'inspirer. Elles apparaissent dans les contes, la littérature, dans les films ou les jeux vidéo. Alors souvent sous forme édulcorée et poétique, certaines traditions ésotériques perdurent, reprenant la pratique ancienne sous forme de méditation, d'invocation, de visualisation ou carrément de rituels. Les fées restent des symboles puissants du monde invisible et de ses mystères. Elles nous rappellent que le merveilleux n'est jamais totalement inoffensif et qu'il existe toujours des forces qui échappent à notre compréhension et à notre contrôle. Alors marcher dans une forêt ancienne, approcher un tumulus, un dolmen, une allée couverte, ou contempler une source oubliée, c'est s'approcher d'un monde parallèle, riche et potentiellement dangereux. Derrière chaque arbre, chaque pierre et chaque clairière, quelque chose pourrait se cacher. Et parfois, ce quelque chose n'est pas là pour nous sourire. Et afin de réfléchir à tout ça, je vous propose une première pause musicale avec le groupe Nox Arcana. Après avoir exploré les mystères et les pouvoirs fascinants des fées, il est temps de revenir à un univers plus tangible, mais tout aussi captivant, celui de la littérature et de l'esprit visionnaire du XIXe siècle. Nous allons maintenant nous pencher sur Delphine de Girardin, adepte de spiritisme, femme de lettres, poétesse et journaliste, dont les écrits reflètent à la fois la sensibilité, l'audace et une certaine perception presque magique de la société de son temps. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G, fréquence 101.5 FM, et vous retrouvez toutes nos émissions, les archives, les informations supplémentaires sur le www.radio-g.fr ou sur le www.podcast-unautreregard.com. Alors restez avec nous car ce voyage entre imagination, esprit et littérature ne fait que commencer. Alors plongeons maintenant dans le monde fascinant d'une femme dont la plume et l'esprit ont marqué le XIXe siècle par leur audace, leur sensibilité et leur curiosité pour l'invisible. Alors Delphine de Girardin, poétesse, journaliste et intellectuelle reconnue, elle ne se contentait pas de décrire le monde tel qu'il était, elle s'intéressait à ce qui échappe aux yeux, à ce qui se cache derrière le quotidien, dans les sphères du surnaturel, du spirituel et de l'ésotérisme. À travers ses écrits, ses chroniques et ses échanges dans les salons littéraires parisiens, Delphine de Girardin a exploré les territoires où la littérature se fait révélatrice de l'invisible, où la sensibilité humaine rencontre les forces mystérieuses qui nous dépassent.
Alors, curieuse de spiritisme, attentive aux phénomènes qui défient la raison, elle s'est imposée comme une pionnière dans la médiation entre le monde tangible et le monde des idées ésotériques. Ces textes révèlent une fascination pour les forces de l'invisible, une volonté de comprendre et de transmettre cette connaissance aux autres. Alors dans cette partie, avec un autre regard sur Radio G, nous allons explorer Delphine de Girardin sous l'angle de son rapport au spirituel, au surnaturel et à l'ésotérisme, et comprendre pourquoi son œuvre continue d'inspirer ceux qui s'aventurent au-delà de la surface du monde visible. Alors Delphine de Girardin, née Delphine Gay, est née en 1804 à Paris. Elle a grandi dans un milieu qui est cultivé, où la littérature, la poésie et les discussions intellectuelles sont au centre de la vie familiale. Très tôt, elle manifeste une intuition et une sensibilité qui la distinguent de ses contemporains. Mais au-delà de son talent littéraire, c'est sa curiosité pour ce qui échappe au sens qui la définit. Le spirituel, le surnaturel, les forces invisibles qui traversent l'existence humaine. Alors Delphine de Girardin, c'est pas seulement une poétesse ou une journaliste influente, c'est une réelle exploratrice des liens entre la sensibilité humaine et l'invisible. Ses écrits révèlent une attention aux phénomènes inexpliqués, aux intuitions subtiles, aux pressentiments qui dépassent la logique rationnelle. Donc à travers son œuvre, quelque part, elle propose un regard où la littérature devient un pont vers le monde invisible, une manière de percevoir ce que l'œil ne voit pas, mais ce que l'esprit peut ressentir. Alors pour comprendre cette personne, Delphine de Girardin, il faut la replacer dans sa vie, dans le contexte de la France du 19e. Alors Paris, c'est un foyer de bouleversements sociaux, politiques et culturels. La Révolution, l'industrialisation, les révolutions de 1830 et 1848, l'essor du journalisme transforment la société. Dans ce contexte, les salons littéraires deviennent des lieux d'échange entre les écrivains, des artistes, des penseurs et des amateurs de sciences occultes. Alors Delphine, très jeune, elle fréquente ces salons et puis elle y rencontre en fait des figures majeures de la littérature française, parmi lesquelles Victor Hugo, Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas. Donc ces rencontres nourrissent sa réflexion sur la littérature, la société et le rôle finalement de l'invisible dans la création artistique. Alors Victor Hugo en particulier partage avec elle une sensibilité pour l'invisible, pour l'âme, pour les forces supérieures qui influencent la vie humaine. Alors tous ces échanges permettent à Delphine de situer ses intuitions et ses expériences dans un réseau intellectuel et littéraire influent, renforçant sa capacité à explorer le spirituel et l'ésotérisme avec légitimité. Donc elle se fait rapidement un nom grâce à ses chroniques, à ses poèmes ou à ses articles dans les journaux et dans des revues prestigieuses. Sa plume agile et raffinée attire l'attention et sa curiosité pour le surnaturel et le spiritisme la distingue de ses contemporains, qui sont souvent plus sceptiques ou moqueurs face aux phénomènes invisibles. Donc les relations de Delphine avec les grands noms de la littérature, comme on l'a dit tout à l'heure, sont formatrices. Donc avec Théophile Gautier, elle partage l'intérêt pour le merveilleux et ce qu'on appelle le fantastique, qui imprègne les récits littéraires et les poèmes. Ses amitiés avec Balzac et Dumas lui permettent de tisser un réseau solide et d'échanger des idées sur le surnaturel, où le spirituel est valorisé. On a dit également le 19e siècle, ça c'est l'émergence aussi du spiritisme en France, popularisé par Allan Kardec, mais également étudié dans les salons parisiens au sein des cercles littéraires. Donc Delphine de Girardin s'y intéresse, non pas comme une simple curiosité, mais comme un domaine où l'esprit humain peut rencontrer des forces invisibles et explorer les dimensions insoupçonnées de l'existence. Donc elle va observer des séances médiumniques, des manifestations paranormales, les expériences sous l'intuition et les pressentiments se manifestent. Dans ses écrits, elle rend compte de ces expériences avec discernement, refusant de sombrer dans le sensationnalisme. Pour elle, le spirituel, c'est pas un spectacle, mais un champ d'expérience, de perception et de réflexion. Ces textes transmettent l'idée que l'homme peut entrer en contact avec des forces invisibles, qu'il peut percevoir des messages et que la sensibilité humaine est un instrument précieux pour explorer l'invisible. Alors, au travers des anecdotes contemporaines rapportées dans ses chroniques, elle montre comment ces phénomènes influencent la création artistique et littéraire et comment ils nourrissent la réflexion sur l'âme, sur la destinée et sur les forces finalement qui dépassent notre compréhension humaine. Alors, selon les témoignages de l'époque, Delphine note les manifestations les plus subtiles, les coups frappés, les objets déplacés, les messages incohérents ou intelligibles.
des impressions de séance de présence invisible. Ce qui la touche particulièrement, c'est pas le spectaculaire, mais la manière dont l'invisible semble interagir avec l'esprit humain, comme les émotions, l'intuition. Elle décrit ces moments comme des instants où l'âme perçoit ce que l'œil ne peut voir, où la littérature et l'intuition se rencontrent pour traduire l'expérience de l'invisible. Donc elle s'intéresse aux messages médiumniques, donc les lettres dictées par des esprits, des paroles entendues lors de transes, des réponses aux questions sur le passé ou sur l'avenir. Elle analyse ces messages avec discernement, elle cherche à comprendre leur origine et leur signification, sans céder à une foi aveugle ni à un scepticisme dogmatique. Alors pour Delphine de Girardin, ces expériences sont un moyen de sonder les lois de l'esprit et de l'invisible, et d'explorer comment l'imagination humaine et le surnaturel peuvent coexister dans la perception d'une réalité plus vaste. Alors certaines séances donnent lieu à des anecdotes frappantes, un objet se déplaçant sans contact, un médium délivrant des informations que personne dans la pièce ne connaissait, ou encore la sensation partagée par plusieurs participants qu'une présence se manifeste. Delphine consigne ces expériences dans ses notes et ses articles, en les accompagnant de réflexions sur leur portée littéraire et spirituelle. Elle montre en fait que le spiritisme, c'est pas seulement un phénomène spectaculaire, mais une matière de réflexion sur l'âme, la création et l'humanité. Pour Delphine de Girardin, le spiritisme est un miroir de la sensibilité humaine. Enfin, ses écrits montrent qu'elle s'intéresse aussi aux pratiques rituelles associées au spiritisme. Position de la main, rituel d'ouverture, atmosphère des séances, techniques pour favoriser la concentration et la réceptivité. Elle décrit comment l'atmosphère, les gestes et l'attention et l'intention des participants influencent l'expérience et comment la perception du surnaturel dépend de l'état d'esprit de chacun. Cette approche démontre qu'elle considère le spiritisme pas comme un spectacle, mais vraiment comme un art, comme une sensibilité. Alors Delphine de Girardin joue un rôle essentiel dans finalement l'introduction de l'ésotérisme dans le champ littéraire et intellectuel. Ses écrits montrent qu'on peut aborder ces questions avec subtilité et discernement. Elle contribue donc à créer une culture où la curiosité pour l'invisible est respectable et valorisée. Ses poèmes et ses chroniques explorent l'intuition, les visions. Elle démontre que la littérature et la poésie ne sont pas seulement des outils d'expression, mais aussi des instruments pour observer, comprendre et transmettre le monde invisible. Donc cette approche la place parmi les pionnières finalement de l'ésotérisme et du spirituel, et elle inspire aujourd'hui encore les amateurs du paranormal, de spiritisme et d'ésotérisme littéraire. Quel est finalement son héritage ? Alors Delphine de Girardin laisse en tout cas un héritage unique, celui d'une femme de lettres visionnaire capable de relier littérature, esprit et monde invisible. Ses écrits aujourd'hui continuent d'inspirer les chercheurs, les amateurs de spiritisme et les passionnés de littérature. Elle montre que l'exploration du surnaturel et du spirituel peut être rigoureuse et poétique à la fois, et que la curiosité pour les forces invisibles est un moteur pour la réflexion, la créativité et la sensibilité. Alors, à travers son œuvre, Delphine de Girardin rappelle que l'invisible n'est pas son domaine réservé aux médiums, aux initiés, mais que c'est un champ finalement accessible à tous ceux qui osent observer, ressentir, réfléchir au-delà de la surface des choses. Son influence perdure dans la littérature, le spiritisme et l'ésotérisme, mais elle reste une figure incontournable pour quiconque cherche à comprendre les liens entre l'art, l'intuition et l'invisible. Alors, Delphine de Girardin apparaît comme une exploratrice du monde invisible, un pont finalement entre la littérature et le spiritisme, entre l'intuition et la réflexion. Ses écrits, ses expériences et ses amitiés littéraires, on dit que c'est elle qui a introduit le spiritisme auprès de Victor Hugo, démontrent que ce ne sont pas seulement des curiosités, mais des dimensions réelles de l'existence. Et je vous propose une petite pause musicale avec Aurora et Runaway. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Après avoir exploré la sensibilité, l'intuition et le spiritisme avec Delphine de Girardin sur Radio G, nous plongeons maintenant dans un univers où le surnaturel se fait plus inquiétant. Alors si Delphine nous parlait des mondes invisibles et de la sensibilité et de la subtilité de l'âme, nous allons à présent franchir les portes d'un lieu où le visible et l'invisible se confrontent dans la pierre et l'ombre, le château de Houska, en République tchèque, souvent décrit comme le portail de l'enfer.
Au nord de la République tchèque, niché au cœur d'une forêt dense et sombre, se dresse un château qui échappe à toute logique, le château de Houska. Alors à première vue, ces murs austères et ces tours massives pourraient sembler n'être qu'un vestige médiéval parmi tant d'autres, mais ce qui rend Houska unique dépasse de loin son architecture. Ce château n'a pas été construit pour la défense, ni pour la richesse ou le confort d'un seigneur. Non, sa véritable raison est bien plus mystérieuse et inquiétante. Le château repose au-dessus d'un puits naturel, un gouffre profond que les habitants du Moyen Âge appelaient déjà l'enfer. Ce trou béant semblait communiquer avec des mondes invisibles, laissant échapper des bruits, des murmures et des présences que nul n'osait nommer. Alors selon la légende, Houska n'a pas été conçu pour protéger ses habitants, mais pour sceller cette ouverture, pour contenir ce qui ne devait jamais franchir la frontière entre notre monde et l'invisible. Alors dès l'entrée dans le domaine, l'atmosphère change, la forêt autour du château semble vivante, dense, presque consciente, et le silence n'est jamais complet. Certains visiteurs affirment entendre des craquements de branches, des murmures portés par le vent, ou sentir des pressions inexplicables sur leur poitrine, comme si l'air lui-même était chargé d'énergie. Alors le château impose sa présence non pas par la grandeur ou le faste, mais plutôt par une aura étrange, un mélange de peur, de fascination et de respect qui fait comprendre dès le seuil que ce lieu n'est pas ordinaire. Alors Houska, c'est l'un des rares endroits où le surnaturel semble s'être incarné dans la pierre et le bois, où l'invisible ne reste pas seulement un concept, mais devient perceptible, tangible. Alors ces murs racontent des histoires de créatures étranges, de hurlements nocturnes, des disparitions mystérieuses et des phénomènes que la science peine à expliquer. Les légendes locales évoquent des ombres qui se déplacent seules, des cris venus du puits et des apparitions mi-humaines, mi-monstres, dont la simple vision pouvait glacer le sang des témoins. Alors avant de franchir les couloirs et de s'aventurer près du puits, il est important de comprendre qu'Houska n'est fait finalement plus qu'un château hanté. C'est un portail, un lieu où l'histoire médiévale, le folklore et le paranormal se rencontrent. Chaque pierre, chaque fresque, chaque recoin semble être le témoin silencieux de siècles d'observation de l'invisible, de tentatives humaines pour contenir ce que l'on ne comprend pas. Dans cette partie, nous allons explorer Houska de toutes ses facettes. Son histoire, sa construction singulière, ses légendes, ses phénomènes paranormaux et les témoignages contemporains. Nous verrons comment un lieu, bâti avec le peur du surnaturel et le respect des forces inconnues, peuvent devenir au fil du temps un lieu mythique, à la frontière entre l'histoire et le paranormal. Un véritable portail de l'enfer qui fascine et qui effraie depuis des siècles. Alors, ce qui rend le château de Houska immédiatement atypique, c'est sa position géographique. Alors, contrairement à la plupart des forteresses médiévales, Houska ne surveille aucune route stratégique, ne protège aucune frontière importante et n'est entouré d'aucune richesse naturelle qui justifierait sa présence. Il n'y a pas de douve, pas de ligne de défense classique, pas de source d'eau naturelle, à peine une citerne pour recueillir l'eau de pluie. Alors, les historiens qui ont étudié ces murs et ces pierres proposent des explications tout à fait rationnelles. Peut-être servait-il de centre administratif pour les vastes domaines royaux ou d'escale pour les chasses dans la région boisée. Mais ces hypothèses ne suffisent pas à expliquer pourquoi l'essentiel du château se trouve au-dessus de ce gouffre invisible. La seule vraie explication qui s'est imposée dans l'imaginaire populaire est celle d'une construction faite pour sceller, une sorte de bouchon, plutôt fait pour empêcher de sortir que pour défendre. Alors, selon les légendes locales, la chapelle du château a même été édifiée directement au-dessus de ce gouffre, comme si on voulait le couvrir. À la manière d'un scellé, alors parlons plus en avant de ce gouffre, le mystère, le centre des mythes, raconte l'existence de ce vaste trou dans le sol qui serait un passage direct vers l'enfer, ou du moins vers un royaume souterrain de souffrance et de terreur, je ne sais pas si c'est mieux. Les récits folkloriques transmis de génération en génération sont d'une intensité troublante. Selon l'une des légendes les plus connues, lorsqu'on a construit ce château, les ouvriers se rendirent compte que ce gouffre ne se remplissait jamais. Ni de pierre, ni de terre, et les habitants commencèrent à entendre dans l'obscurité de la cavité des bruits étranges, des cris, des hurlements qui ne ressemblaient à rien de naturel. Les fumées épaisses, les sons de grognement et une odeur de soufre montaient du trou, comme si quelque chose d'inhumain essayait de forcer sa sortie.
Alors, une des histoires les plus frappantes qui circulent aujourd'hui dans les récits folkloriques veut qu'un prisonnier condamné à mort ait été proposé comme cobaye volontaire pour descendre dans le fameux gouffre. On lui aurait promis la liberté s'il revenait avec un compte-rendu. L'homme fut abaissé par une corde, mais après quelques secondes seulement, ses cris résonnèrent dans toute la vallée. Lorsqu'on le remonta à la surface, son visage était ridé, ses cheveux devenus blancs, comme si des décennies s'étaient écoulées en quelques instants. Alors cette histoire qu'on trouve dans de nombreuses versions locales illustre la manière dont le château est perçu comme un point de contact entre le monde terrestre et une dimension profondément hostile et inconnue. Alors quand on a remonté cet homme qui était donc devenu un homme âgé après seulement quelques instants passés dans ce trou, il murmura des paroles incohérentes sur des mondes de ténèbres, des paysages inversés et des lieux habités par des entités hostiles. Alors cette légende, bien sûr, a inspiré de nombreuses créations littéraires et artistiques, car elle touche en tout cas à une idée troublante que le temps dans ce gouffre ne s'écoule pas selon les lois humaines. Un motif semblable à celui des récits fairy, irlandais ou écossais, dont on a parlé tout à l'heure, mais ici plongé dans une noirceur, on va dire, nettement plus concrète. Alors, parmi les légendes fondatrices, on a également celle du cheval sans tête. Donc, dans certains villages proches du château, on raconte qu'un pauvre destrier qui avait approché d'un peu trop près le gouffre revint seul à l'aube, mais sans son cavalier, sans sa selle ni sa bride. Dans d'autres récits, ce serait le cheval lui-même qui apparaîtrait parfois au crépuscule, galopant sans bruit vers les arbres, avec ce qui semble être un corps équin, sans tête, fixé au-dessus du garrot, comme si la gravité elle-même le rejetait. Plusieurs témoins locaux ont affirmé au fil des générations avoir observé des silhouettes humaines se déplacer à l'orée de la forêt la nuit, comme si elles sortaient d'un autre plan d'existence. Certains décrivent des formes indistinctes, d'autres des figures munies de lanternes, mais tous partagent cette même impression. Ces êtres ne font pas partie de notre monde. Ces apparitions nocturnes sont souvent accompagnées d'un silence étrange, presque palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Une autre légende populaire parle d'un ermite qui aurait vécu près de Usca au XIIe siècle. Il prétendait entendre des voix qui n'étaient pas humaines, pas animales, des phrases fragmentées qu'il associait à des appels d'outre-tombe ou à des avertissements. Les villageois disaient qu'il conversait avec des entités invisibles et son corps fut retrouvé sans vie, mais avec un sourire apaisé, comme s'il avait enfin compris quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Alors, il y a d'autres légendes locales encore moins connues qui sont liées à cet endroit, le chant des âmes perdues. Donc, il y a une ancienne légende qui évoque un chant plaintif que l'on n'entendrait que certaines nuits d'hiver, lorsque la brume enveloppe le château. Les anciens disent que ce serait le chant des âmes prises dans le gouffre, condamnées à errer à la frontière entre les mondes, incapables de monter vers la lumière, mais trop conscientes pour disparaître. Un récit moins répandu, mais seulement souvent mentionné par le conteur folklorique, évoque une salle du château où se trouverait un miroir dans lequel aucun reflet humain n'apparaît. Celui qui s'y sont observés raconte que leur image se déforme ou parfois disparaît totalement, ne laissant à l'observateur que l'impression du vide complet derrière la surface vitrée. Alors, il y a une pierre des lamentations, il y a une pierre particulière aussi qui est située dans la cour intérieure qui aurait la réputation de provoquer un sentiment d'angoisse profonde chez ceux qui la touchent. Les légendes anciennes affirment que cette pierre renferme l'essence des lamentations de tous ceux qui ont été happés par l'invisible. Alors aujourd'hui, certains visiteurs rapportent une sensation oppressante en s'approchant, comme si la pierre captait quelque chose de leur esprit ou de leur émotion. Quid des témoignages modernes et paranormaux. Donc au XXe siècle, l'intérêt pour Ušća dépasse le folklore régional. Il y a des équipes d'enquêteurs paranormaux du monde entier qui se rendent sur place du coup en République tchèque avec leurs caméras, leurs magnétophones, leurs détecteurs. Alors parmi les plus connus, on a les fameux Ghost Hunters International. Eux, ils ont visité le château en 2009. Ils ont rapporté des enregistrements audio avec des bruits que l'équipe ne pouvait pas expliquer. Certains semblaient être des chuchotements ou des souffles précisément captés près des puits. Ils ont également eu des chutes de température localisées qui ont été mesurées dans certaines salles, notamment lorsqu'un enquêteur se tenait seul sans cause physique identifiable. On a également l'émission britannique Most Haunted Live, qui a fait une série de diffusions qui inclut des moments où sur plusieurs caméras, des formes floues semblent se mouvoir sans source humaine. Donc ces vidéos circulent encore dans les archives paranormales et elles sont souvent débattues effectivement entre les sceptiques et les croyants.
D'autres enquêteurs indépendants affirment avoir capté des phénomènes électromagnétiques étranges, comme des fluctuations du champ magnétique, qui n'ont aucun équivalent logique pour des structures de pierres anciennes. Certains appareils refusent même parfois de fonctionner à proximité des puits, comme si le lieu émettait une signature énergétique qui perturbe la technologie moderne. Des visiteurs ordinaires, non équipés d'appareils, eux décrivent des sensations de malaise intense, des impressions de présence invisible, des chuchotements inaudibles, voire des sons de pas derrière eux alors qu'ils étaient seuls. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, ces expériences sont subjectives, bien que difficiles à prouver scientifiquement, elles montrent en tout cas à quel point Ouska affecte l'esprit de ceux qui s'y trouvent. Et puis l'émission française RIP, les recherches investigations paranormales, qui s'intéressent aux lieux hantés et aux phénomènes expliqués, ont consacré effectivement une émission, un épisode entier au château de Ouska. Il a été diffusé en 2013, il a fait partie d'une série documentaire. Alors dans cet épisode, les enquêteurs, Nicolas et Anthony Augusto, explorent Ouska avec leur matériel de détection et leur méthodologie d'investigation. Alors eux, ils présentent autant le patrimoine historique du lieu que les récits qui les entourent, parce qu'ils ne se contentent pas de chercher le frisson, ils cherchent réellement à expliquer effectivement le phénomène et à replacer le phénomène dans son contexte culturel et historique avant tout. Alors lors des interviews réalisées à l'occasion de la diffusion de l'émission, les membres de RIP ont expliqué que même lorsqu'il n'y a pas de phénomène spectaculaire capté par leurs appareils, il reste toujours des éléments importants à raconter, l'histoire des lieux, les légendes anciennes, les tournages locaux, etc. Alors, dans cet épisode de RIP, au château de Ouska, les enquêteurs abordent plusieurs aspects. Donc, il y a la légende du puits, qui serait une porte vers l'enfer. Il y a l'atmosphère, effectivement, du lieu. Et les récits des phénomènes inexpliqués. Donc, vous aurez compris qu'ils ne cherchaient pas seulement à voir des fantômes, mais aussi, quelque part, à explorer l'interaction entre le lieu, les récits anciens et les perceptions humaines. Alors, dans cette décennie récente, les rumeurs et les témoignages s'intensifient. Comme on disait tout à l'heure, les visiteurs, les enquêteurs parlent de chutes soudaines de température, de voix inexplicables captées sur leur enregistreur audio, les fameux PVE ou EVP, des objets qui se comportent de manières étranges dans certaines pièces. Certains affirment même que les voitures peinent à démarrer à proximité du site, comme si la présence invisible exerçait une influence matérielle quelque part sur le monde physique. On peut aussi trouver des récits qui sont assez marginaux et très difficilement vérifiables, selon lequel les agents nazis auraient étudié le château pendant la Seconde Guerre mondiale, convaincus que ces légendes occultes recèleraient des secrets oubliés. En tout cas, si ces témoignages doivent être pris avec prudence, ils participent à la richesse du mythe. C'est un lieu finalement où l'histoire et le paranormal se confondent. Le château de Ouska n'est pas seulement une construction médiévale. Chaque pierre, chaque tour et chaque élément de son architecture semble chargé quand même d'un symbolisme qui dépasse le cadre du simple édifice. Les historiens et ésotéristes s'accordent à dire que Ouska a été conçu en fait pour finalement sceller quelque chose plutôt que pour protéger. Ce qui explique en fait sa disposition étrange et ses choix architecturaux plutôt atypiques. Au centre, le célèbre puits de l'enfer n'est pas seulement un gouffre, il représente un point de passage finalement entre les mondes, un seuil que l'humanité ne doit pas franchir. La chapelle dédiée à l'archange Michel, construite au-dessus du puits, incarne la lumière spirituelle qui tente de contenir les forces obscures. Alors dans la symbolique médiévale chrétienne, Michel est celui qui combat le mal et qui protège le monde des démons. Alors placer la chapelle ici n'est donc pas un hasard, c'est un geste fort, une barrière quelque part spirituelle érigée entre un site où la frontière entre le ciel et l'enfer est censée être plus ténue. Les murs massifs et les tours renforcent également ce message. Ouska ne regarde pas vers l'extérieur pour dominer le territoire, mais vers le puits, vers l'intérieur. Tout est orienté vers l'intérieur, vers le lieu du danger. Cela suggère que le château est avant tout un symbole de retenue, de contrôle des forces invisibles. Le puits, finalement, c'est le chaos primordial et la chapelle, la conscience et la raison, et les murs, les limites que les hommes doivent tracer pour contenir l'inconnu. Les légendes qui entourent Ouska, les apparitions, les silhouettes, les hurlements, les sauts temporels renforcent la dimension symbolique du temps. Chaque récit peut être interprété comme un miroir des peurs humaines, la peur de l'inconnu, la peur de la mort, peur du temps qui échappe finalement à notre contrôle. Dans ce sens, le château est un lieu initiatique, un espace où on peut finalement se confronter à l'invisible et à la part obscure de l'existence.
Et puis Ouska, c'est aussi un symbole de liminalité. Donc les anthropologues utilisent ce terme pour désigner les espaces ou les moments de transition où les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Donc ici, l'architecture, le puits, les légendes et les phénomènes paranormaux convergent pour créer un seuil entre le monde humain et le monde surnaturel, un lieu où les frontières se brouillent et où l'imagination, le spiritisme et le paranormal se rencontrent. Alors ainsi, au-delà des histoires finalement terrifiantes et des enquêtes paranormales, le château de Ouska en République tchèque est un véritable chef-d'œuvre symbolique, un espace où l'architecture, le mythe et la peur se combinent pour matérialiser l'invisible. Chaque visiteur, qu'il soit sceptique ou croyant, ressent cette tension subtile entre le tangible et l'intangible et comprend pourquoi ce château continue de fasciner, de questionner et d'inspirer des générations d'historiens, de conteurs et d'investigateurs du paranormal. Alors, des ésotéristes modernes y voient une sorte de nœud énergétique, un point d'intersection entre plusieurs lignes telluriques puissantes, pouvant expliquer pourquoi les phénomènes paranormaux s'y manifestent avec une telle intensité. D'autres, en fait, l'interprètent aussi comme une métaphore de l'âme humaine, un puits profond dont on n'aperçoit jamais le fond, et dont les ombres intérieures peuvent parfois se refléter dans le monde visible. Le château de Ouska reste un lieu unique en Europe. C'est un édifice finalement où l'histoire, le mythe et le paranormal s'entrelacent de manière fascinante. Alors entre ses murs massifs, sa chapelle posée sur le célèbre puits de l'enfer et ses couloirs très sombres, il incarne la frontière entre le monde visible et l'invisible, entre la raison et l'inexplicable. Les légendes de sauts dans le temps, d'apparitions, de présences mystérieuses et des énergies singulières en fait en font un véritable laboratoire de l'étrange où chaque visiteur ressent à sa manière la tension entre sécurité et danger, entre le réel et le surnaturel. Alors, les enquêtes menées par des équipes spécialisées comme RIP montrent que même si certaines manifestations peuvent trouver des explications psychologiques, acoustiques ou géophysiques, l'empreinte symbolique et spirituelle du lieu ne peut être niée. Ouska reste un haut lieu de mystère où les siècles et les légendes semblent converger et où chaque pierre, chaque ombre et chaque souffle d'air racontent l'histoire d'un portail vers l'inconnu. En quittant le château, il est difficile de ne pas ressentir qu'Ouska n'est pas seulement un lieu à visiter, mais une réelle expérience à vivre. Un voyage au cœur des peurs et des fascinations humaines, où le passé, le présent et peut-être même l'au-delà se croisent dans une danse éternelle entre le visible et le caché. Les mystères demeurent entiers et c'est sans doute ça qui rend Ouska inoubliable et fascinant. Un endroit où le paranormal ne se limite pas à l'imagination, mais devient une rencontre tangible avec l'inconnu. Et afin de nous remettre de toutes ces émotions, je vous propose une pause musicale avec PG Harvey. Alors que nous refermons le chapitre de cette émission, à notre regard sur Radio G, il est fascinant de constater comment le surnaturel, le mystique et le symbolique tissent un fil invisible à travers le temps et les cultures. Des fées aux caprices parfois bienveillantes, mais tout aussi redoutables, aux esprits pionniers du monde littéraire et spirituel incarnés par Delphine de Girardin, jusqu'aux murailles oppressantes et mystérieuses du château de Ouska, nous avons exploré des territoires où l'imaginaire et le réel se rencontrent. Les faits nous rappellent que le monde invisible n'est pas toujours indulgent. Delphine de Girardin nous a montré que le spiritisme et l'ésotérisme ne sont pas des simples curiosités. Enfin, Ouska, avec son puits béant et ses légendes de sauts dans le temps, de créatures démoniaques, nous offre un exemple tangible d'un lieu où la peur, le symbolisme et le paranormal convergent. En somme, cette émission nous invite à regarder au-delà des apparences, à accepter que certaines questions demeurent ouvertes et que l'étrange, le merveilleux et l'inexplicable sont peut-être les gardiens de notre imagination et de notre curiosité. Merci à tous d'avoir partagé ce voyage avec moi sur Radio G 101.5 FM et sur notre site internet www.radio-g.fr. Restez à l'écoute pour notre prochaine émission et nous continuerons à explorer l'invisible, l'insolite et le merveilleux, toujours avec un autre regard. Alors, chers auditeurs et explorateurs de l'invisible, préparez-vous pour un voyage fascinant au cœur des légendes, des mystères et des phénomènes qui défient la logique. Dans 15 jours, le mardi 21 avril, 21h, nous vous emmenons bien au-delà du monde connu sur un autre regard. Nous commencerons par une figure les plus terrifiantes du folklore latino-américain, la Llorona, la femme qui pleure. Selon la tradition, elle erre près des rivières et des lacs vêtus de blanc, hurlant le nom de ses enfants perdus, sa voix glaçant le sang de ceux qui l'entendent la nuit.
Nous poursuivrons avec un plongeon dans l'univers de la psychométrie, cette capacité fascinante attribuée aux médiums et aux chercheurs du paranormal à lire l'histoire à partir d'un objet, rien qu'en le touchant. Comme si celui-ci portait à travers lui la trace des vies, des émotions qui l'ont traversé. Et pour clore cette exploration, nous vous dévoilerons les mystères entourant le Codex Gigas, le plus grand manuscrit médiéval encore existant, surnommé la Bible du diable. Alors, ce gigantesque livre du XIIIe siècle fascine par sa taille, son contenu riche et hétéroclite et surtout par la légende selon laquelle il aurait été achevé grâce à un pacte surnaturel avec le diable lui-même. Alors, rendez-vous le 21 avril, 21h sur Radio G Angers, 101.5 FM, pour notre émission pleine de frissons, de réflexions et d'histoire. On n'écoute pas le monde de la même façon, on l'entend. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.